tous, bienvenue sur le Meetup des districts. Nous avons rencontré quelques petits problèmes techniques, ce qui fait que nous commençons un petit peu en retard ce matin, mais bienvenue à tous. On est jeudi matin, on est le 15 octobre. Nous allons écouter Walter, le service lié à la qualité de l'air dans nos vies, avec son président qui présentera donc quelques mots sa société et surtout son service et ses cas d'usage. Eric Péquignot, donc, qui est avec nous. Eric, je comprends que tu m'entends bien. Oui, je t'entends. Parfait. Mais écoute, ce que je te propose, c'est de ne pas perdre de temps. On va se lancer. On va te laisser nous présenter ce très beau service de la qualité de l'air. Tu as une petite heure devant toi, donc voilà, prends le temps de présenter ton service et ta société. Il y aura aussi un petit film au cours de l'exercice. Et en attendant, je vous invite à bien couper les micros pour ne pas laisser de bruit de fond. Eric, je vais donc afficher ta présentation et tu pourras commencer dans un instant. Si tu veux te présenter, c'est l'occasion. Oui, bon, en attendant, donc bonjour, je m'appelle Eric, peut-être enlever le masque, puisqu'on est quand même maintenant dans une salle à part. Donc oui, donc bonjour, donc moi c'est Eric Péquignot, je suis le président de Walter, c'est une société qui s'est montée il y a 2 ans, c'est un SMH du CNES dont l'objectif était de porter des technologies qui habituellement sont utilisées pour le spatial vers des applications non spatiales, voilà. Donc aujourd'hui, Walter est une société qui propose des services clés en main de suivi de la qualité de l'air et des gaz à effet de serre, essentiellement pour les industries, donc industrie au sens large, usines, carrières, ports, aéroports, etc., et aussi le milieu urbain. La principale innovation qu'on porte, c'est qu'on propose un suivi donc de l'ensemble des polluants, à la fois compatible de la réglementation européenne et en plus en très haute résolution, donc au niveau de la rue. On sait couvrir l'ensemble d'un territoire ou l'ensemble d'un site industriel au niveau de la rue, donc typiquement à 10, entre 10 et 100 mètres de résolution et en continu. Donc voilà. Christa, tu peux descendre un... Voilà, tu n'hésites pas à me dire quand je passe les slides puisque c'est moi Tout le monde m'entend bien? Écoute, a priori, moi je t'entends bien. Je pense que les participants aussi. N'hésitez pas à utiliser l'outil questions que vous avez à disposition pour communiquer avec nous, poser vos questions évidemment. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez bien. Merci à vous. Voilà. Donc la première chose qu'on a faite, évidemment, quand on a commencé Walter, c'est qu'on s'est demandé pourquoi la pollution de l'air demandait quelque part une toute nouvelle approche. Et donc on s'est lancé dans une campagne assez grande avec, on a embauché 3 ou 4 personnes. On s'est lancé dans une campagne européenne. On a interviewé, allez, je dirais à peu près 150 personnes en Europe, que ce soit des villes, des industriels, des agences régionales, l'Europe elle-même qui fait la réglementation, etc. On a essayé vraiment de couvrir tout le panel des parties prenantes. Et en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'aujourd'hui, il y a un système réglementaire historique qui date à peu près de 96, de la loi LOR en 96, qui est basé sur des stations de mesure fixes, qui sont l'espèce de grosses boîtes là que vous voyez à gauche du slide. Et en fait, ces gens-là, ils ont des problèmes. Ces gens-là, ils ont des problèmes. Il y a par exemple, ce qu'on a identifié, c'est qu'il est impossible avec ces stations d'identifier quelle est la cause de la pollution, tout simplement parce qu'elles sont excessivement chères et que sur des villes type grandes métropoles, Paris, Rome, etc., ils peuvent se payer une dizaine ou une quinzaine de stations. Dès qu'on tombe sur des villes un peu plus petites, on tombe rapidement à 5 stations. Et évidemment, toutes les villes en dessous de 100 000 habitants, ce qui représente quand même 95% des villes et des sites industriels d'ailleurs, là, ça devient compliqué de se les payer. Donc en fait, ces stations, du fait même qu'elles reniflent l'air qui passe devant elles en un nombre de points très éparses, ne parviennent pas à localiser la pollution. Il y a un besoin de fournir une information hyper locale. Il y a des études scientifiques qui ont montré que la pollution, quand on passe de 100 mètres, si on passe d'un bloc à l'autre, d'une rue à l'autre, d'un bout d'un site industriel à un autre, ça peut varier de 600 à 800%. C'est pas du tout quelque chose qui est uniforme.
Donc cette information hyper locale, elle est très importante pour les gens qu'on a rencontrés par rapport aux actions environnementales qu'ils mènent, par rapport à la planification urbaine, par rapport au contrôle des émissions qu'on peut faire. L'ensemble des villes de moins de 1 500 000 habitants n'arrivent pas à se payer un système pour pouvoir bien driver l'ensemble de leurs actions aujourd'hui. Et aujourd'hui, évidemment, ces sniffers, comme on les appelle, les stations fixes qui analysent l'air, ne parviennent pas à localiser proprement les émissions de méthane, comme peut y avoir sur les sites industriels d'extraction ou de raffinage, et encore moins les niveaux de gaz explosifs ou les mesures des émissions des gaz à effet de serre. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de systèmes qui essaient de se mettre en place, notamment à base de microcapteurs essentiellement. Donc pour ceux qui viennent du satellite, c'est la même logique que sur les gros satellites. On fait des nanosatellites, là on fait des microcapteurs. Le but étant évidemment de diviser le prix par 1000. Ça se paye au prix de la perfo, évidemment. Hein, il faut pas se leurrer sur ce point-là. Donc en gros, ce sont des réseaux qui sont basés sur la modélisation, qui sont en fait, on appelle ça un plâtre sur une jambe de bois, c'est-à-dire que déjà elles ajoutent de la pollution en elles-mêmes parce que souvent pour optimiser la densité, on les fait fonctionner sur des véhicules, donc on met des capteurs sur des voitures, alors qu'on essaye de supprimer les voitures des centres-villes, supprimer un maximum de voitures, les rendre moins polluantes, etc., diminuer le trafic. Et évidemment, elles ne sont pas réglementaires, donc elles ne se substituent pas au réseau, elles ajoutent en fait du coût. Donc on ne fait que ajouter du coût. Donc Christa, tu peux avoir la slide suivante. Nous, du coup, on s'est donné une mission, non, la précédente. Nous, du coup, on s'est donné une mission, c'est de fournir aux industries et aux villes vraiment la vision hyper locale et compatible de la réglementation. Le but étant vraiment de pouvoir alimenter les plans de préservation de l'environnement que font les entreprises ou les plans de planification urbaine que peuvent se faire les villes pour protéger la santé des gens, réduire les niveaux de pollution et converger vers la résilience climatique. Donc aujourd'hui, on peut monitorer un ensemble de gaz qui vont des particules fines en passant donc par le méthane, le CO2 qui sont des gaz à effet de serre et aussi les principaux gaz sur la qualité de l'air, donc donc comme j'ai dit les particules, dioxyde de soufre, le dioxyde d'azote qui est essentiellement émis par le trafic. Et donc pour faire ça, en fait, au lieu d'utiliser des objets qui reniflent l'air, on s'est basé sur la télédétection et la tomographie, c'est-à-dire qu'en fait, Walter applique à grande échelle un principe de tomographie comme on fait en imagerie médicale pour aller imager votre cerveau et autres. Donc, slide suivant. Suivant. Donc, le point de départ, c'est en fait, on voit la pollution à l'œil nu. Ça, c'est deux photos qui ont été prises à Toulouse pendant le POC qu'on a fait en 2018 par la métropole. C'est la même photo qui est prise du haut de Pêche-David pour ceux qui connaissent Toulouse. En haut, c'est une image qui a été prise début mars avec zéro pollution pratiquement. Donc il y a une station de mesure qui est installée au pied de l'usine là, de Setmi, pardon, qui crache de la pollution. Et sur l'image du bas, c'est la même photo. Ça a été pris une semaine avant. En fait, on était en pic de pollution. C'était fin février 2018. Et là, il y a des niveaux de pollution qui sont à 40 microgrammes par mètre cube, en sachant que la législation européenne sur les PM2,5 est de l'ordre de 25 microgrammes par mètre cube et qu'elle va évoluer vers du 10-15. Voilà. Donc, on voit la pollution au sens strict du terme. Donc, on peut travailler avec des outils de télédétection pour arriver à faire le calcul des concentrations et des émissions. Donc, slide suivant. Donc, pour faire tout ça, en fait, on se base sur une technologie assez disruptive pour le domaine, c'est-à-dire en gros voir plutôt que renifler. Donc, les points forts de cette technologie sont une mesure réglementaire, ça c'est assez important, compatible de la réglementation européenne, au niveau de la rue, sans trop de données. On dispose pour ça d'un brevet technologique qui est un brevet CNES pour lequel on a une licence exclusive,
qui en fait ce sont des techniques qu'on avait développées pour l'observation de la Terre. On a une technologie aussi, et on essaie de faire ça dans notre société, c'est-à-dire dans une technologie low carbone. C'est-à-dire que non seulement les caméras, elles mesurent, elles se servent pour l'environnement, mais on fait en sorte que ces caméras, elles consomment peu d'énergie. Par exemple, une caméra aujourd'hui, sur une année de fonctionnement, tout un réseau, c'est l'équivalent à peu près de 3000 km en voiture électrique dans une ville. Et on a proposé un service clé en main. On propose un service clé en main parce que les gens ne sont pas spécialistes, que ce soit dans les industries ou les métropoles, ils ne sont pas spécialistes sur la télédétection. Voilà. Donc ensuite, Christa, je sais pas, il y a une petite vidéo, ça sera plus clair, je pense, pour présenter l'ensemble du service, parce que c'est pas forcément simple à appréhender. Donc on vous a préparé une petite vidéo. Je ne sais pas si vous la voyez. Alors, il y a un peu de son. Je ne sais pas si tu as du son, Christa. Tu arrives à diffuser, Christa? Je pense que vous ne la voyez pas très bien, donc je vais la relancer. Est-ce que c'est bien le cas? Eric, est-ce que tu la voyais bien? Parce que je pense qu'elle n'était pas très très visible, donc je relance la vidéo. Moi, je la voyais, mais j'entendais pas. Ah, c'est souvent le souci, mais on va tenter. Au pire, on vous le mettra le lien, de toute façon, sur l'email de fin de Meetup. Je relance néanmoins. Donc ici, on voit le système de tomographie. Les images sont transférées sur nos serveurs en direct. Là, il y a les algos de tomographie qui prennent le relais en temps réel. Et ça permet de restituer des cartes en 3D de la pollution donc sur les routes, des émissions diffuses, etc. On a des algos d'intelligence artificielle derrière évidemment ce traitement de données qui permet de suivre les flux polluants, de prédire la pollution future, etc. Et tout ça est accessible via une plateforme en fait en ligne de manière simple. On peut aussi télécharger les données par API. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Bon, en tout cas, je l'ai vu. Mais je la connais bien. Pas très bien entendu, en revanche. Difficulté. Selon les liens de partage, c'est pas toujours évident. Je vais remettre la présentation donc. Voilà. Pour que nous puissions continuer. Tout à fait. Donc ça, c'était la vidéo. Donc aujourd'hui, on a deux services clés, deux classes de services. Le service qu'on a appelé Air et le service qui s'appelle Climat. Donc dans le service Air, il y a le Essential Air en fait qui suit les principaux polluants qui sont réglementés aujourd'hui, PM2,5, dioxyde d'azote, ozone et SO2. Il y a en plus le suivi des particules fines PM1 qui sont les particules très fines, qui sont pas encore réglementées mais qui vont l'être. Pourquoi on suit ces particules-là? Parce qu'en gros, plus les particules sont fines, plus elles ont un impact sur la santé. Donc aujourd'hui, avec Walter, on peut donc couvrir qualité de l'air et gaz à effet de serre sur les villes et les sites industriels. Voilà.
Donc, premier service. Le second service, Better Air, en gros, il utilise les concentrations qu'on a pu calculer en 3D avec le service Essential Air dans le but de faire une cartographie des sources d'émissions. On peut calculer aussi le risque d'exposition en termes de santé et évaluer le transport des polluants quand il y a des accidents, des feux, etc. qui peuvent intervenir. Le Walter Climat aujourd'hui, il est plus dédié aux industries, c'est-à-dire qu'on mesure le dioxyde de carbone et le méthane, notamment les émissions. Tous nos services viennent avec évidemment le niveau de réglementation compatible de ce qui est demandé par l'Europe. Ce qu'on appelait le street level, donc les résultats en haute résolution, et ils sont fournis en temps réel. On propose, parce que différents clients aiment différentes configurations, c'est flexible en termes d'OPEX et de CAPEX. Voilà, et c'est basé sur en gros une souscription sur 5 ans avec un paiement mensuel, et les données sont accessibles soit pour la visualisation, soit par API pour les gens qui veulent retraiter les données brutes. Donc ensuite, on va passer à donc, quelques exemples. Donc ça, c'est le premier service qui est en cours de déploiement à Toulouse. C'est un service Essential Air. Donc, il y a ça s'est fait dans le cadre d'un projet Life Green Art de la métropole, donc qui nous ont embarqué avec eux. Donc, l'idée de déployer 5 premières caméras autour de Toulouse, ça couvre à peu près 25 km². Le but de ce projet, c'est initialement de reverdir l'île du Ramier, c'est-à-dire de démonter le parc d'exposition, de reverdir tout ça. Et donc, il y a tout un tas de monitoring environnementaux qui sont mis en place. Ça va des écosystèmes naturels en passant par les îlots de chaleur et sur la qualité de l'air. Donc, c'est Walter qui s'en occupe. Donc, slide suivant. Donc le premier cas d'usage qu'on a, c'est en fait c'est le suivi de la qualité de l'air. Donc, le suivi de la qualité de l'air aujourd'hui, je vous ai montré 3 exemples ici. Donc, c'est le suivi en haute résolution de la pollution sur Toulouse. Il y a un exemple qui est très intéressant, c'est les chaufferies qu'on a eues à Nantes. Donc, c'est intéressant parce que c'est inscrit dans l'inconscient collectif. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on voit une cheminée, on se dit, tiens, c'est lui qui pollue. Et en fait, nous, en discutant avec beaucoup d'industriels, c'est vrai qu'il y en a qui font pas d'efforts. Mais en fait, il y en a une grosse partie qui font des gros efforts et qui dépensent beaucoup d'argent pour faire en sorte que leur site industriel pollue moins. Mais on voit une cheminée. On voit toujours une cheminée. Il y a cette espèce d'attrait de la cheminée. Et en fait, on a fait cette étude un peu sur Nantes. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que donc la source d'émission, c'est le rond rouge, là, c'est la cheminée. Et en fait, 500 mètres à côté, en fait, il y a le périphérique qui émet 50 à 60 fois plus que la cheminée, bien que celle-ci fasse l'objet de toutes les plaintes des associations de riverains du coin. Donc, c'est quelque chose d'assez insidieux. La pollution, il faut s'en méfier. Quand on roule sur un périphérique avec la fenêtre ouverte, on en prend, pour être vulgaire, plein la tronche, quoi. Le troisième exemple, c'est les cimenteries. Les cimenteries à droite, ça c'est la plus grosse cimenterie, c'est la plus grosse carrière, c'est la plus grosse carrière du monde. Donc eux, ils émettent principalement des particules fines, c'est lié au fait que ils creusent, il y a les véhicules qui circulent, etc. Donc ces particules deviennent en resuspension dans l'atmosphère. Donc ils ont ces problématiques-là de suivi des particules fines. Voilà. Slide suivant, Christa. On a un deuxième cas d'usage qui est en complément des réseaux de mesure existants. Parce qu'évidemment, il y a déjà des choses qui existent. Comme on l'a dit, il y a des stations de référence. Dans l'autre côté du spectre, il y a les satellites. Les satellites, aujourd'hui, peuvent ou pourront proposer à terme des mesures sur certains paramètres de la qualité de l'air, disons, à des échelles. Alors aujourd'hui, c'est plutôt des échelles de 10 km. Quand on entend souvent parler des données Copernicus, etc., qui sont extrêmement utilisées. Il faut savoir qu'une maille d'un produit Copernicus, c'est 10 km. Donc, quelque part, la ville de Toulouse, c'est 1 pixel, quoi. Donc, il y a ça, c'est très intéressant parce qu'il y a une couverture globale avec des revisites qui sont au mieux, j'allais dire, toutes les 12 heures quand on est en mode Léo et ensuite sur le Géo, on arrive quand même à la demi-heure ou à l'heure. Et donc, le service Walter, quelque part, il comble le trou de données qu'on a appelé, nous, l'échelle urbaine, qui est typiquement l'échelle à 100 mètres de résolution pour toute une ville ou tout un site industriel. Il faut quand même savoir que c'est l'échelle, finalement, où la majeure partie de la population vit et celle où elle vivra en 2050. Donc, on a notre service qui peut être adapté s'il y a des agences ou autres qui ont déjà des choses qui tournent
on peut fournir les données complémentaires qui manquent. Voilà, slide suivant. Un des caractéristiques importantes, c'est une fois qu'on a fait la mesure des concentrations, c'est bien, mais trouver les sources d'émissions, c'est mieux, parce que c'est sur ces sources d'émissions qu'on peut agir. Donc à gauche, c'est un exemple d'identification de sources d'émissions, sur Toulouse toujours, sur le NO2. Donc on voit clairement les routes qui se dessinent évidemment, mais il y a quand même aussi des zones qui sont pas forcément les routes qui émettent aussi près du NOx. À droite, c'est plutôt les émissions, donc ça c'est en termes de particules sur, ça c'est sur une ville, alors c'est sur, je crois que c'est sur Los Angeles, c'est là, enfin c'est une ville en Californie. Donc vraiment l'idée c'est d'arriver non pas seulement mesurer des concentrations, mais vraiment aller identifier les sources d'émissions parce que c'est sur elles qu'on va agir, c'est sur elles qu'on va diriger tout ce qui est plans environnementaux pour les industries ou plan de planification urbain pour les villes. Voilà. Suivant. Il y a la problématique de la dispersion des panaches. Donc ça, c'est deux exemples. À gauche, c'est l'exemple de Rouen, c'est l'usine de Lubrizol. Tout le monde a entendu parler de ce feu qui s'est déclenché Lubrizol en septembre 2019. À droite, c'est encore plus récent, c'est l'explosion qui a eu lieu dans une usine de fer fertilisant à Beyrouth. On voit que quand il y a des grosses explosions ou des problèmes, si je puis dire, il y a ces panaches en fait qui se répandent. Et ce qui est intéressant, et c'est ce qu'on a vu comme exemple sur Lubrizol, c'est que les systèmes actuels sont incapables de caractériser comment ces panaches vont être dispersés par les vents et comment finalement ils vont aller retomber ensuite sur les zones qui sont plus habitées que j'allais dire le lieu même où a été émis la pollution. Donc ensuite, le slide numéro voilà, le cinquième cas d'usage, c'est le risque, c'est l'exposition en termes de santé des populations. Donc ça, c'est la ville de Détroit. C'est ce type de carte qu'on peut arriver à faire, c'est-à-dire de dire par rapport aux concentrations qui sont calculées, donc notamment en particules en NOx, on sait inférer quel est le risque pour la population, quelles sont les zones qui sont les plus à risque ou pas. Ça permet de travailler sur la planification urbaine, par exemple, aller construire un nouvel immeuble en bordure de rocade, même si ça peut avoir un intérêt économique, etc., c'est pas forcément le meilleur moyen de préserver les gens ensuite qui vont habiter dedans. Voilà. Le cas suivant, c'est les gaz à effet de serre. À gauche, c'est des exemples de fuite de méthane. C'est la plus grosse fuite de méthane qui a eu lieu. C'était en Ohio. C'était une usine. Ça a quand même craché l'équivalent de 200 tonnes de méthane par heure pendant 20 jours. Donc de ce type d'usine, il y en a des milliers dans le monde. Juste ces usines de méthane, ça a représenté à elle seule cet accident peut-être j'allais dire pas un centième, mais disons 5 millièmes des émissions de l'année de l'ensemble de méthane sur la planète. Donc ça, c'est l'aspect fuite. Ensuite, il y a des fuites plus, j'allais dire, plus diffuses, comme les sites classiques, j'allais dire, sur des zones d'extraction. Il faut savoir qu'entre ce qui est prélevé, j'allais dire, en termes de méthane et ce qui est livré ensuite aux utilisateurs finaux, on peut avoir une perte qui va jusqu'à 20%. Donc ça intéresse beaucoup les gens qui produisent du méthane, parce que pour eux, c'est une perte sèche en matière d'exploitation. Ça, c'est un exemple. Donc, à gauche, vous avez un exemple sur un site industriel. C'est un site industriel, c'est une raffinerie. Donc, aujourd'hui, sur les raffineries ou d'autres sites, c'est important d'aller quantifier le débit en sortie des cheminées. C'est important tout simplement parce qu'en fait, l'Europe a mis en place depuis maintenant 15 ans ce qu'on appelle le European Union Emission Trading System. C'est un système de bourse, finalement, où on achète des droits d'émission et on en vend. Donc, quelque part, estimer au plus juste ces émissions, ça permet de récupérer ou de payer moins d'argent, si je puis dire. Et après, il y a l'aspect contrôle, c'est-à-dire qu'il y a des contrôles, effectivement, qui sont effectués. De plus en plus, aujourd'hui, on est sur un mode purement déclaratif. Et la Commission, de plus en plus, avec le Green Deal, etc., commence à se poser la question si on va pas passer en mode contrôle. Aujourd'hui, la seule façon de faire du contrôle, c'est de payer un bonhomme qui vient avec sa caméra ou son détecteur, qui mesure les niveaux pendant 2 heures et qui s'en va et qui revient 6 mois après.
Donc on voit qu'en termes de contrôle, il y a quand même beaucoup de choses à améliorer. Le service Walter Climat, notamment, en proposant ces mesures en continu en haute résolution sur l'ensemble du site, permet de répondre à ces deux problématiques simultanément. Le dernier cas d'usage qu'on a traité, il y en a un projet ESA Kickstart en cours là-dessus, c'est le Walter and Space. Donc ça, c'est deux exemples des produits S5P Sentinelle, pardon, 5 précurseurs. C'est des produits de dioxyde de soufre. Donc ici, on a fait un zoom après sur Paris. Donc c'est des produits qui sont à peu près à la résolution de 1 à 2 km aujourd'hui. C'est les meilleurs produits en termes de résolution qui existent par le spatial. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que finalement, toutes les missions spatiales, elles ont besoin de sites de calibration. C'est-à-dire que quand vous avez un produit de niveau 2 ou autre, il est calibré, il est étalonné. Aujourd'hui, les produits Walter peuvent servir de site d'étalonnage. On a une résolution qui est de 100 mètres, donc il y a à peu près 10 pixels par 10 pixels si on considère ceux de Sentinel 5P. Et donc quelque part, l'idée c'est on a commencé à développer ce type de projet pour servir à la calibration et la validation. Autre élément important dans notre étude qu'on avait faite au départ en Europe, on s'aperçoit qu'il y a des problématiques de transport longue distance de la pollution. C'est-à-dire qu'une partie de la pollution qui peut être mesurée en local, en fait, vient de beaucoup plus loin parfois. Mais parfois, elle peut faire des milliers de kilomètres. C'est par exemple le cas à Londres, qui estime que 30% de sa pollution est liée au port de Rotterdam. Aujourd'hui, il commence à y avoir des amendes. Alors ça a commencé par les villes. Il y a 6 villes françaises. Ils s'en sont chopés 20 millions d'euros d'amende à payer pour non-respect de la limite de la pollution au dioxyde d'azote. Ça représente à peu près 4 euros par an et par habitant, le montant de l'amende. Donc ça commence. Le législateur commence non plus à dire c'est pas bien ce que vous faites, mais commence à faire payer les gens. Dans ce contexte-là, c'est toujours important de savoir ce qu'on émet soi-même sur son territoire de ce qui nous vient quelque part de l'extérieur. Et voilà, donc je crois que j'en ai fini pour cette présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eric. C'était très intéressant. C'est finalement pas si souvent que moi je vois passer des cas d'usage sur la qualité de l'air. Je vois que évidemment principalement le spatial vient plutôt du côté brevet, donc la technologie que tu utilises, mais aussi quelques données d'entrée qui sont à large échelle, hein, puisque j'ai bien compris que c'était de la résolution forcément qui n'est pas celle que tu peux apporter avec des capteurs au sol, mais que les deux travailler ensemble apportent aussi une bonne précision sur tes données, sur l'information qui en est extraite. Une question, j'en vois pas. Alors déjà, les participants, les auditeurs, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. C'est votre temps de parole. Je peux également dire si vous le souhaitez, si vous souhaitez parler à En ce qui me concerne, je vois qu'il y a il y a une logique de cartographie, qui où se situe la pollution, quelles sont les sources. Est-ce que tu as des logiques de prédiction de ces pollutions? Est-ce que c'est une logique aussi sur laquelle tu vois une opportunité d'évolution? Ou est-ce que tu penses que compte tenu de la technologie et du sujet, c'est assez complexe, quasiment impossible à ce jour de prédiction de pollution de l'air? Est-ce que c'est des thématiques que tu travailles ou pas, sachant qu'il y a d'autres services d'usage qui ont des logiques comme ça de prédiction? Oui, tout à fait. C'est quelque chose sur lequel on veut travailler, notamment via les logiciels d'IA. Après, souvent, ça se fait en partenariat. Ça dépend. C'est-à-dire qu'il y a des clients qui ont déjà leur propre service de prévision. Donc à ce moment-là, on s'insère plutôt comme fournisseur de données qui permettent d'être entrés en termes d'assimilation dans les modèles.
certains, donc ça peut être le cas de la France ou autre, parce qu'il y a déjà des services qui sont assez avancés. Il y a plein de pays en Europe où en fait c'est un désert de services, donc effectivement là, on souhaite se diriger aussi vers le modèle de prévision. Avant de faire de la prévision, il faut commencer par faire un constat et identifier précisément les sources d'émissions, parce que les modèles ont besoin de connaître ces sources d'émissions pour pouvoir fonctionner correctement. D'accord. Donc en fait, tes clients, si je comprends bien, tu as à la fois les villes, les agglomérations qui veulent comprendre comment la pollution de l'air s'opère, c'est-à-dire déjà constater la pollution ou pas, constater le degré de pollution au niveau des particules fines, là j'entends, ou des autres, du monoxyde d'azote ou autres polluants. Et il y a également les industriels qui, eux, ayant par exemple été ciblés ou sachant l'objet de contrôle, souhaitent également vérifier leur niveau de pollution, soit à titre purement impact sur l'environnement, soit à titre de perte de contenu, perte de valeur, puisque tu montres un exemple, il y avait un souhait de vérifier la partie qui était perdue, je dirais, à l'extérieur dans l'air, d'une ressource qui est vendue par ailleurs, donc qui crée de la valeur. Donc il y a vraiment plusieurs cas d'usage. Ce que je vois, c'est que tu as vraiment plusieurs clients, on va dire, potentiels. Tu confirmes cette compréhension de… Oui, tout à fait. Il y a des problématiques de fuite, donc ça impacte financièrement directement. Et ensuite, il y a des problèmes. Ça, en gros, ça améliore leur bottom line. Et ensuite, il y a des problématiques de verdir quelque part leur rapport. Hein. Faut pas, eux aussi, ils ont des financeurs, ils ont besoin d'aller chercher de l'argent à droite à gauche. Et après, il y a une problématique de communication. C'est-à-dire qu'ils sont souvent pointés du doigt. Et il y en a un certain nombre qui font quand même des gros efforts pour vraiment limiter les rejets qui sont liés à leurs usines. Et c'est ce qu'on a vu, ça a été criant dans le cas de Nantes sur les chaufferies. D'accord. Et là, par exemple, sur le cas de Nantes, c'est vrai que dans la presse, on entendait, bon, on ne sait pas, on ne voit pas trop, voilà, on avait une grosse incertitude sur la diffusion et sur l'impact de l'environnement global, notamment sur les gens, évidemment. Et là, un service comme Walter, qui quadrillerait la zone ou des zones un petit peu plus éloignées, permettrait de voir la redescente dans l'atmosphère de ces cheminées, comment tu appelles ça, ces panaches. Oui, il y a plusieurs noms, mais ça peut être panache. Panache. Donc ça te permettrait, si tu localises par exemple tes outils, tes caméras, si tu fais un maillage comme ça sur un territoire, ça te permet en rouge, j'arrive pas à parler, en reliant les différents lieux d'analyse, de voir un peu l'impact que ça peut avoir en termes de retombées. C'est ça que je peux comprendre dans la logique de ton outil. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de le savoir. Aujourd'hui, par exemple, à Lubrizol, il y avait quelques stations de mesure qui ont été déployées alors que le panache, il s'est étendu sur des dizaines et des dizaines de kilomètres, qu'il a arrosé toute la ville. Et en fait, à la limite, là, presque les gens, ils s'en sont aperçus même, puisqu'ils avaient un demi-centimètre de suie dans leur jardin. D'accord. Bien sûr, c'est notre approche. D'accord. Très bien. Écoute, je vois pas de questions arriver. Je vois quand même, pour essayer d'ouvrir un peu le sujet avec d'autres partenaires potentiels avec lesquels je pense qu'une société comme Walter peut aussi penser. Je vois les cartographies des îlots de chaleur dans les villes, sur lesquelles toi, tes données aussi peuvent se mixer, s'intégrer. Je vois une logique de service global potentiel. En tous les cas, merci pour cette présentation. Avec plaisir. Je pense que ça nous a fait voyager dans un autre monde, en tout cas pas celui dans lequel on voyage habituellement. À bientôt sur les ondes district. Et comme je
pas de questions arrivées. Je pense que tu as été extrêmement clair. Nous t'en remercions. Je te souhaite une très belle journée. Et à très bientôt. De logistique, hein. Désolé. Oui, la logistique, c'est toujours un petit défi. Et puis ça varie selon les moments. Il y a des jours où ça se passe bien, des jours où ça se passe moins bien. Mais tout va bien. De toute façon, l'important, c'était d'avoir communiqué et d'être présent pour montrer ton service et ta société. Et pour te contacter, je vais envoyer les informations à travers l'email de fin de meet-up. D'accord. Surtout, n'hésitez pas. Voilà, te contacter pour avoir plus d'infos sur ce service Walter. Ces services Walter, puisqu'ils sont plusieurs, pourront te joindre par email ou téléphone. Je vous souhaite un excellent jeudi à tous. Je vous dis à très bientôt pour la suite des meet-up. Jeudi prochain, et un autre meet-up se tiendra. Et je vous dis donc à la semaine prochaine. Merci de votre écoute. Au revoir.